Une surprise, et puis ben, c'est leur générosité qui m'accueille là-bas, certainement pas mes compétences. Je reste une étudiante qui doit découvrir avec eux. Donc, je suis dans un cénacle de personnes avec beaucoup de savoir, des poètes, des écrivains, des philologues. Donc, Yves Namur lui-même est poète. Ouais. C'est lui qui a prononcé le discours pour votre introduction. Oui. Vous avez fait l'éloge de l'autrice québécoise Marie-Claire Blais, au fauteuil numéro 34. Et donc, c'était un grand moment. Vous avez pensé à qui? Vous avez pleuré à cause de qui, devriez-vous dire? J'ai pensé à mes grands-parents, évidemment. Donc, j'ai pensé à mon ancien instituteur et puis tous les professeurs que j'ai croisés dans ma route. Sur ma route, les gens qui m'ont dit « va lire ça, va faire cette recherche ». Tout cet accompagnement, quoi. Et mon grand-père, je me voyais comme la petite fille à Sangomar en campagne de pêche ou en vacances scolaires avec lui dans sa pirogue. Et tout ça, c'était, Yves l'a rappelé dans son discours. Et je l'avais beau supplier, je lui dis, mais parle pas trop de mes grands-parents. Non, mais je fais ce que je veux, je suis le parrain. Donc, il l'a fait. Oui. Et puis, bon, voilà. Donc, j'ai eu du mal à contenir mon émotion, on va dire. Oui, Yves Namur, donc le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de langue française de Belgique. Il a parlé dans ce livre, enfin, dans ce discours, on va dire, il raconte votre enfance, Fatou. D'où vous venez, de ce ciné-saloon, de ce Sénégal, de ces îles, de ces grands-parents avec qui vous partiez, vous le disiez, à la pêche. Oui. D'où venez-vous, j'allais presque dire, Fatou? Le Sine Saloum, c'est le sud-ouest du Sénégal, donc je suis à un bras de mer de l'île natale, de l'île de Senghor, Joal Fadiouth par exemple. Donc c'est la même zone, c'est la petite côte, c'est la connexion entre l'océan Atlantique et le Saloum. Et puis si vous descendez un petit peu, vous êtes en Gambie. Donc c'est un microclimat avec les palétuviers, les cocotiers, l'île aux oiseaux. Donc il y a des pélicans partout, d'où leur présence dans mes livres. Ouais. Ils étaient toujours présents dans mon enfance aussi. Et quand on était à la pêche avec mon grand-père, il y avait toujours ces pélicans. Et la pêche, c'est pas vraiment du folklore, c'était vraiment notre vie. Mon grand-père était pêcheur. Les Nyominka, les Serer Nyominka, c'est un peuple de pêcheurs. Ce sont des marins. Ils construisent leurs pirogues, ils naviguent avec les étoiles et depuis des siècles et des siècles, quoi. C'est ça. Et j'ai grandi dans ça. Aminata et Saliou Sarr. Aminata Sarr et Saliou Ndoukou Sarr, les gardiens de ma vie. On aime prononcer ces noms pour dire ils sont là, quoi, avec vous au fond. Oui, ils sont là, je les sens moi. Je sais qu'ils sont là, je suis Serer. Donc au Sénégal, vous savez, normalement, quand on disait Serer, on nommait à la fois une ethnie, une langue, une culture. Donc une religion avec Roxen au-dessus de nos têtes. Et notre Roxen à nous, il est généraliste, hein, c'est le Dieu de tout le monde, il a tout créé, donc nous sommes tous frères. Ainsi pensent les Sérères. Ouais. Et donc je suis élevé dans cet environnement-là. Mais vous forcez les portes de l'école primaire. Mais c'était quand tu as écrit ça, c'est vrai qu'au fond, vous n'étiez pas du tout destiné à ça. Non. Non, je n'étais pas inscrite. Je me souviens beaucoup de vacances scolaires, par exemple, après d'ailleurs, où je partais quand même à la pêche avec mon grand-père. On partait, Sangomar est juste en face de Niodior. Il avait fait des cabanes là-bas. On pouvait rester une semaine, 2 semaines, 1 mois. Et il y avait quelque chose où il m'éduquait lui-même. Et je pense que l'école, c'était quelque chose de subsidiaire d'une certaine manière. Et comme c'était sur sa concession, juste en face de sa maison, moi, j'y allais. Petit à petit, j'y allais. Et le jardin de ma grand-mère était derrière l'école. Donc, on appelait cet endroit, s'il y a des Niodiorois qui écoutent, ils connaissent très bien. L'endroit s'appelle Moussa Diagne. Ouais. Et quand ma grand-mère allait à Moussa Diagne avec moi, je faisais demi-tour après, dès qu'elle était occupée, pour aller à l'école. Oui. Et cette école-là, les instituts me voyaient cette petite-là qui part à la pêche avec le papy et qui revient parfois, qui vient en classe. Il y avait une espèce de familiarité, de tendresse. Et un jour, l'instituteur qui n'en pouvait plus de me renvoyer, il m'a dit « Hey, viens, on va voir ta grand-mère. » Je dis « Non, 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 elle ne sait pas que je continue à venir déranger ici. » Eh bien, elle va le savoir. Et moi, j'avais peur d'y aller. Et il me dit « Mais viens, viens, ce n'est pas pour ce que tu crois. » Et il les a convaincus de m'inscrire. À partir de ce moment-là, mes grands-parents ont été mes meilleurs soutiens dans tout ce que je pouvais faire. Et ils encourageaient ma liberté. Monsieur M.D. Taré,
Oui, Ndeta, l'instituteur, c'était comme un... Enfin, je sais pas, le grand frère intello, le tonton, c'est quelqu'un qui regardait mes grands-parents avec beaucoup de respect et je pense que ça a dû contribuer aussi au fait qu'ils soient intéressés par mon instruction. Ouais. Femme de ménage. Oui, Oui. une vraie pro. C'est vous. Quand je nettoie, ça brille. Ouais. Ah oui. Et je Votre nettoie destin, aussi sérieusement que j'ai fait. femme de ménage Oui. de Gambie. J'ai été là-bas quand j'ai eu mon certificat d'études primaires et l'entrée en sixième. Donc, encore une fois, ce sont des faits pour moi qui ne sont pas si loin que ça. Non pas que je veuille me rajeunir, mais simplement parce que ce n'est pas si loin que ça. Quand j'ai été mon premier été en Gambie, même le monsieur qui m'a amené en Gambie, encore à Niodior, c'est Fabi Sarr. Dans sa pirogue. Il est tombé en me faisant monter sur sur le quai. Donc, je lui dis, je ne l'oublierai jamais ça. Et donc, j'ai fait mon été là-bas pour gagner quelques petits sous. Et quand je suis rentrée avec cet argent-là, eh ben, j'ai pu payer mon inscription à Foundiougne, au collège de Foundiougne. Et mon grand-père m'a amené à Foundiougne. Ensuite, j'ai étudié à Mbassis, Sokone, Mbour, où j'ai eu mon bac. Et ensuite, je suis allée à Dakar. Ouais, quel incroyable parcours. J'écris, dites-vous, dans un de vos livres, parce que ma rame, ma canne de pèlerin, ma lance d'Amazone, Oui. c'est ma plume. Oui. C'est mon seul outil, c'est ma béquille, oui, c'est mon arme aussi. Donc, je préfère régler les comptes à la plume, quoi. Je pense que c'est moins dangereux, c'est plus... On peut défendre la paix, on peut se battre, on peut rester debout avec cette plume. On peut ne pas baisser la tête et se redresser avec sa plume, comme on se redresse avec sa rame. Vous voyez, même le geste de la rame, je l'ai dans le corps. C'est vraiment quelque chose, on l'a en soi quand on a vécu dans la mer, dans les pirogues, dans cette manière de se tenir. Imaginez-vous debout à la poupe d'une pirogue. Vous êtes obligé de travailler votre stabilité en permanence. Pour moi, c'est ce que je fais quand j'écris. Ouais. Vous dites, seule la guillotine est conçue pour convenir à toutes les têtes. Oui. C'est votre façon de dire votre liberté au fond. Oui, parce que mes grands-parents, c'est ce qu'ils m'apprenaient. Voilà, mon grand-père me disait, apprends, tu veux aller à l'école, alors maintenant que tu y es, débrouille-toi, mais tu travailles bien. Il y a une question de rigueur. Quand on veut quelque chose, on le fait, on essaie de le faire bien. Moi, mon grand-père, c'est ce qu'il m'a appris. Et je comprends pourquoi il peut penser de cette manière. La mer ne ment pas. Quand on est sur l'océan, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas un endroit pour se planquer. Donc les vagues sont là et vous êtes là. Et vous devez tenir. C'est quelqu'un qui vivait ça, qui l'a toujours vécu et qui m'amenait là-bas. Et quand on est sur cet océan-là, on n'est plus une fille ou un garçon. On est un être humain dans un élément absolument impressionnant. Et on doit y survivre. Parce que cette mer qui nous nourrit, elle nous menace aussi. Ouais. Vous dites aussi, même assoiffé d'affection, on n'embrasse pas les oursins. Oui. C'est vrai que les oursins, ça de l'Atlantique, oui. Ouais. Oui, parce que le manque d'amour ne justifie pas tout. Donc, oui, on n'est pas prêt à tout accepter, tout simplement pour être entouré. Et il faut bien s'entourer de gens qui vous respectent. Donc, pour moi, il y a toujours cette question de dignité. Mon grand-père était très sensible à ça. Donc, je l'ai toujours connu. Vous voyez, quand je parle de lui, il y a toujours un sourire parce que je le vois. Dès que je parle de lui, je le vois. J'entends sa voix, ses attitudes. Il avait des phrases qui vous restaient dans la tête pour vous rappeler la bonne conduite à tenir au bon moment. Donc, plusieurs fois, il m'est arrivé de me dire qu'est-ce que mon grand-père aurait dit dans tel contexte. Ah, je ne sais pas quoi faire, mais qu'est-ce que mon grand-père m'aurait dit? Et je réfléchis, parfois je trouve un contexte analogue et je me dis, tiens, il n'aurait pas accepté que je fasse ci et ça. Le simple fait que je me dise mon grand-père n'aurait pas accepté telle chose ou ma grand-mère n'aurait pas accepté telle chose, ça suffit pour redresser ma barque. Ça me tient. Ouais. Et donc, ils sont là. Pour moi, c'est ça, l'éducation. Pour moi, c'est la vraie métaphore de l'éducation. C'est quelqu'un qui vous guide et même quand sa main n'est plus là pour vous tenir, vous la sentez. Ouais. Ouais. Vous êtes, et vous le dites, franco-sénégalaise. Oui. Et vous tenez au trait d'union entre les deux mots. On met un trait d'union entre franco et sénégalaise. Oui, et je trouve ça beau.
Je suis une intersection. Je suis en train de vous parler dans la langue de Voltaire et de Montesquieu. Et pourtant, j'adore ma langue sérère. Je suis sérère, je le serai jusqu'à ma tombe. Je parle un sérère, mais comme des anciens, parce que je suis élevée par papi, mamie. Donc, j'ai un sérère. Ma sœur, parfois, me dit, ah, Nkoto, donc Nkoto, c'est grande sœur. Ah, Nkoto, ton sérère, là, plus personne ne parle comme ça. Et on rigole. Et je lui dis, ah bon? Il fait oui. Je dis, c'est parce que je parle comme mes grands-parents, en fait. Donc, j'ai gardé ce sérère du village de l'époque où j'y étais. Ouais. Et ça restera comme ça parce que ça a sa poésie. Et c'est parce que j'aime le sérère et que je sais très bien le sérère que je peux aimer le français et aussi avoir la même rigueur en français, vouloir parler aussi efficacement que possible. En tout cas, j'essaye. Mais j'ai ce même rapport aussi à la langue sérère. Et c'est ce que j'essaie d'avoir quand je parle anglais. La moindre faute me désespère. Je ne serai jamais aussi bien en anglais qu'en français. Ouais. Mais ça reste une tentative. C'est vrai que Le ventre de l'Atlantique est un livre parmi tant d'autres qui a marqué les esprits. Il raconte l'Afrique, il raconte aussi les femmes, il raconte aussi le droit de rêver, le droit d'un espoir, le droit de sortir de son quotidien. Mais c'est ce que je dis parfois, le ventre de l'Atlantique, je dis, ça ne raconte pas l'Afrique ou la France d'ailleurs. Ça raconte mon monde qui est justement dans ce trait d'union. Il est question de départ et d'aller et de retour. Le personnage Sally dans le ventre de l'Atlantique n'arrête pas de partir, de revenir entre le Sénégal et la France. Donc elle est capable de dire du bien, du mal et des deux. Parce qu'elle aime les deux. Donc elle avoue, elle assume. Et j'aimerais que les gens arrivent à avoir ce rapport sain à l'endroit où ils vivent. Si je vis ici, c'est que j'aime le pays. Point. Il y a telle chose que j'apprécie, je le dis, il y a telle chose qui ne me convient pas. Comme toute citoyenne, je voudrais pouvoir le changer. Et je le dis, c'est sain. Il n'y a pas d'animosité dedans. Et c'est pareil pour le Sénégal. Je l'aimerais toujours, c'est le pays de mes grands-parents et de mon enfance. Et toute la poésie de mon enfance, dans les yeux de mes grands-parents, me rattachera toujours au Sénégal. Et c'est suffisamment fort pour cultiver en moi quelque chose que rien ne peut éteindre. Ouais. Voilà. Mais j'ai aussi cette loyauté à la France. J'ai choisi ma France. Et je l'aime. Et je le dirai toujours les yeux ouverts et la nuque bien droite. J'aime ce pays. J'en ai même la nationalité que je porte avec fierté. Et si ce pays a besoin de moi, je suis là. Et si le Sénégal a besoin de moi, je suis là. Parce que s'il y en a un des deux qui est jaloux, c'est son problème. Moi, j'ai eu besoin de ma mère et de ma grand-mère. Vous voyez, j'ai eu besoin de mon grand-père, mais j'ai aussi eu besoin de Voltaire. Ouais. Donc, je suis cette fille-là qui écrit des livres et qui peut vous chanter des chants sérères tout de suite, là, maintenant. Donc, vous voyez. Fatou Diop. Dire ce qu'on pense. Oui. Alors, je dis le mot des grands-parents, la petite fille casse-pied. Mais au fond, c'est ça qu'on aime aussi chez vous. Au fond, d'abord, du côté du Sénégal, du côté de l'Afrique, vous n'avez jamais caché, au fond, que l'Afrique devait aussi se regarder elle-même. Oui, mais il n'y a rien à pas toujours cacher. regarder dans l'histoire ou regarder de l'autre côté ou dire, au fond, qu'est-ce qui ne va pas. Oui, mais il n'y a rien à cacher. C'est juste que je nous respecte et que je nous trouve assez adultes et mûrs intellectuellement pour savoir qui nous sommes, ce que nous voulons et comment devons-nous procéder pour y parvenir. C'est tout simple. Et quand il n'y a pas de haine, les choses ne sont pas difficiles à dire. Si vous dites vraiment les choses parce que c'est un constat et vous proposez des solutions, Ouais. mais avec le risque de me tromper, comme tout être humain, mais au moins j'ai le mérite de proposer. C'est mieux que l'indifférence, non? Et donc je propose. Et j'ai le droit de proposer parce que je suis aussi de ce peuple-là. Et donc je fais partie des enfants d'Afrique qui rêvent une Afrique droite, sortie de son complexe colonial-là. Et pour me dire, je suis libre, je revendique mes droits. Plus personne ne va considérer l'Afrique comme une variable d'ajustement. Et ça, ce sont les enfants d'Afrique qui doivent le dire pour se faire entendre. Et dire cela, ce n'est pas cultiver une animosité. Dire cela, c'est dire tout simplement aux gens qui sont puissants qu'ils ont été faibles à un moment dans leur histoire. Et quand ils sont devenus puissants, au nom de notre civilisation et de la Déclaration universelle des droits de l'homme, quelle que soit leur puissance,
ils doivent pouvoir reconnaître les mêmes droits à leurs autres frères d'autres pays. Dire cela ne comporte pour moi aucune haine. J'en ai besoin de cette intégrité-là pour pouvoir revendiquer ma propre humanité. Ouais. Dire un message à la jeunesse africaine. Oui. C'est quoi le message aujourd'hui? Instruisez-vous et donnez-vous le droit à vos rêves. C'est trop facile de dire rien n'est possible. Eh bien oui, mais si rien n'est possible, Léonard de Vinci n'aurait rien inventé. Puisque tout ce qu'il a inventé n'était pas possible. Et il l'a inventé. Et voilà. Donc, si nous ne nous accordons pas, nous, le droit de rêver, c'est la dernière richesse que les humains possèdent quand tout va mal. En tout cas, moi, quand j'étais femme de ménage en Alsace et bardée de diplômes, eh bien, mon trésor le plus précieux, c'est de prendre un livre de Yourcenar et lire en me disant oh, « J'aimerais bien un jour écrire comme elle ». Eh bien, ça restera impossible, mais ça m'a gardé sur une certaine route. Ça m'a donné envie d'étudier, de poursuivre mes études le plus possible. Donc, cette envie de rêver, ça vous réconcilie avec quelque chose de plus profond en vous. Pensez que tout est impossible, c'est une négation de mon potentiel en fait. Donc quand on dit à la jeunesse africaine que son avenir est oblitéré du fait de la colonisation ou du néocolonialisme, on lui dit, vous êtes incapable de progresser et de changer. C'est une insulte pour moi qu'on fait à un être humain. Tout être humain, quel qu'il soit, peut toujours partir d'un point A à un point B, progresser petit à petit. C'est juste, il faut trouver par quelle voie. Donc la jeunesse africaine doit trouver sa voie. Et on ne trouve pas sa voie en quittant l'école trop jeune. En abandonnant les études, on ne trouve pas une voie. Il faut s'éclairer, il faut se construire la tête. On ne fait pas des études uniquement pour un salaire. Oui, c'est une partie. Mais on fait aussi des études pour se bâtir une méthodologie, une manière de penser, une manière de structurer les choses, de les agencer pour mieux les comprendre. Et une fois qu'on a compris, on peut organiser, on peut avancer. Et c'est ça pour moi l'école. Or, le système éducatif africain est vraiment parfois défaillant, instable et mal adapté. Donc quand il y a trop de grèves, je ne sais pas quoi, mais même les plus déterminés peuvent perdre leur motivation. Donc quand il y a trop de grèves, vous finissez par vous demander, mais pourquoi je ne peux jamais terminer mon programme? Donc, vous savez des choses avec des carences. Donc, savoir les choses avec les carences, ça ne fabrique pas de la compétence, ça fabrique de la médiocrité. Alors, dire ça, ce n'est pas insulter les gens, c'est un constat. Et pour les femmes africaines, il y a un message. Elles sont là, elles sont dans vos romans, Fatou. Elles sont fortes. Les femmes africaines, mais ce sont les... Elles savent que ce sont des reines, hein, elles le savent. Elles se battent tous les jours. Elles sont courageuses, déterminées. Et pas toutes. Il y a aussi celles qui mériteraient qu'on les redresse. Donc, il faut arrêter de faire de la plastique l'alpha et l'oméga de la féminité, quoi. Il n'y a pas que ça. Et dire cela, c'est pas être jalouse des plus belles, hein. Je me contente de qui je suis, de ce que je suis, et je le suis très bien comme je le suis, sans problème, et je l'assume. Mais voilà, une femme, placer son avenir sur sa plastique, c'est le degré zéro de la féminité et de l'intelligence féminine. Donc, il faut à un moment donné savoir qu'une femme, elle peut être commandante de bord, elle peut être chef d'entreprise, elle peut être écrivain, elle peut être chanteuse, elle peut casser des pierres, elle peut être femme de ménage, mais elle peut aussi être astronaute. Donc, une femme, c'est juste une personne qui a le droit de rêver et qui doit utiliser son intellect pour transformer son rêve en réalité. Qu'on ne vienne pas me parler de sous-développement, je le sais, hein, je ne descends pas de la lune. Donc, je sais très bien que les choses sont plus compliquées en Afrique. Mais quand on a fini de dire ça, on n'a strictement rien dit. Parce que quand on a fini de dire ça, eh bien, ça ne signifie pas que parce que c'est difficile, que vous n'avez pas le droit de tenter. Moi, mon grand-père m'a toujours dit, il faut croire que tu peux faire ce que tu as envie de faire et tu essayes. Beaucoup. Eh bien, j'essaye. Beaucoup. À chaque fois que j'ai le plaisir, Fatou Diome, de vous recevoir, je vois beaucoup de commentaires sur les vidéos, les réseaux sociaux. Beaucoup de femmes et d'hommes disent « Fatou, tu nous rends fiers, venant d'Afrique en particulier. Fatou, ma sœur, on t'écoute et tu nous donnes de la fierté. Une fierté que peut-être qu'on ne trouve pas ailleurs. » Mais ça me touche, mais moi aussi, il me donne de la fierté de savoir que je compte pour des personnes.
qui m'admettent comme l'une des leurs. C'est la fraternité humaine. Elle est dans la devise de Marianne. Elle est aussi dans la devise de tout peuple qui se respecte. Au Sénégal, on dit le pays de la teranga. C'est le pays de l'hospitalité. Donc, pour faire de l'hospitalité, il faut admettre la fraternité avec les autres. Et ici, chez Marianne, liberté, égalité, fraternité. Eh bien oui, parce que si vous n'avez pas la fraternité, les deux premiers termes n'existeront pas. Donc, quand des gens me reconnaissent comme l'une des leurs et le disent, ça me touche beaucoup. Moi, je n'ai pas les réseaux, je n'en ai pas moi-même. Mais quand on me le raconte, ça me touche, ça m'encourage dans mon travail, ça me donne la force. Mais c'est un peu lourd, un poids aussi, j'ai peur de les décevoir. Et donc, je lutte contre cette peur-là de décevoir. J'assume exactement d'écrire comme j'écrivais. Et donc, même les critiques qui m'insultent aussi. Qui parfois vous ont traité de singe. Exactement, même non, cela. Des insultes malades. Oui, il y a des gens qui peuvent m'insulter de ce côté de l'Atlantique, ça c'est l'extrême droite, on connaît. Il y a aussi des Africains qui peuvent m'insulter pour d'autres raisons. Mais même pour ceux qui m'insultent, qu'ils le veuillent ou pas, ça reste mes frères et sœurs. Même ceux qui vous traitent de singes, ça reste vos frères et sœurs? Ben, nous sommes les mêmes singes. Donc, ça reste mes frères et sœurs. S'ils me traitent de singe, ils regardent dans la glace. Je suis bipède, ils sont bipèdes. Sapiens, sapiens. Donc voilà, s'ils ne sont pas sortis d'une nurserie d'hippopotames, c'est que nous sommes les mêmes quand même et que ce sont quand même mes frères et sœurs. Cela, c'est juste un fact. Situation biologique de l'homo sapiens. Ces gens-là, je peux leur donner du sang, une transfusion sanguine, l'inverse est peut-être vrai. Donc, ils ne sont rien d'autre que je ne sois pas. Et je ne peux être rien d'autre qu'ils ne puissent pas être. Mais ce qu'ils disent, oui, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Non, mais c'est bien de l'entendre pour savoir que ça existe, pour pouvoir le combattre, pour analyser d'où ça vient. Et honnêtement, ça ne m'affecte pas. Hein, donc, je n'ai plus 20 ans. J'ai bien pris des coups pour savoir, même à la boxe, on finit par ne plus tomber de la même manière. Donc, ils peuvent insulter. Et tant qu'ils le feront, ça me prouve au moins qu'ils m'écoutent, qu'ils lisent, qu'ils entendent ce que je dis. Et le fait qu'ils ne soient pas d'accord parfois, ce n'est qu'une preuve de démocratie. Et je suis très heureuse que la démocratie existe. Ouais. Même pour eux. Oui, même pour eux. Ouais. Je pense à des livres, Marianne porte plainte, Marianne et les faussaires, sont des pamphlets, sont des livres qui viennent un peu d'un fond de colère contre notamment l'extrême droite en France. Oui. Ça, c'est des moments où vous dites, je ne peux pas me taire. Ah oui, parce que je suis chez moi et parfois on me dit, rentre chez toi. Non mais, moi j'ai ma nationalité française, c'est pas un gadget. Si on me l'a donné, il faut la respecter, il faut pas me la donner et me mettre à l'étroit. Donc moi, l'hypocrisie, je ne suis pas d'accord. Ou je suis française ou je ne le suis pas. Mais si je le suis, arrêtez de me rappeler que je viens d'ailleurs. Parce que tout le monde vient d'ailleurs. Ça, c'est ce que font Zemmour, Marine Le Pen. Moi, je ne nomme personne. Il y a des noms comme ça qui m'encombrent. Ils peuvent imaginer ce qu'ils veulent. Moi, c'est la Constitution qui fait foi. Voilà, et ma vie au quotidien, tout simplement garder la tête haute face à des gens comme ça qui disent des choses pareilles avec les Français de papier et tout ça quand on a des ministres de coton. Donc, pour dire des Français de papier, et je dis, mon frère, calme-toi. On restera quand même ensemble pour le même amour de Marianne. Ce serait juste bien que chacun respecte l'autre. Et ce respect-là, je le demande de tous les côtés. Hein. D'où que les gens viennent, il faut respecter aussi ce que nous sommes, ce que nous pensons être, ce que nous voulons être et les valeurs que nous croyons défendre. Oui. Parce que les valeurs que nous défendons n'existent pas seulement ici. Hein. Elles existent partout où il y a des gens bien. C'est l'idéal que vise chaque société. La justice, l'égalité, la fraternité. Et donc, toute personne qui tient un discours méprisant ne méprise personne d'autre avant elle-même. Donc, quand un Français dit aux autres, vous êtes des Français de papier, donc il se comporte avec une mentalité de crustacé, quoi. Reste dans ta coquille. Mais parce que nous, les vrais Français que nous sommes,
Nous savons que les papiers affirment la constitution de Marianne. Ouais. Vous dites... Et que même le tampon à la mairie est pareil pour tout le monde. Oui. Vous leur répondez, les vrais Français, c'est moi. C'est nous. Parce que moi, je ne traiterai jamais personne de Français de papier. Parce que je sais que celui qui dit ça n'est pas digne de la Constitution. Lorsqu'Éric Zemmour voulait renvoyer les étrangers dans leur pays... Je ne leur renvoie pas. Vous remarquez mon langage, ouais. Je ne leur parle même pas là. Moi, j'explique juste ce qu'est la Constitution. Vous avez répondu un jour sur ce plateau, il faut le mettre lui dans une barque. Oui, il peut prendre l'avion quand il veut. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes auxquelles ça déplaira. Comme ça, là où il débarquera, on lui rappellera que c'est un étranger. Mais sur cette planète, nous sommes des étrangers, on saccage la terre, on pense que c'est à nous. Mais il y avait des gens ici avant nous. Et nous, après nous, il y aura des gens. Donc nous ne sommes même pas les propriétaires, comme disent les Indiens. Nous ne sommes pas les propriétaires de la terre de nos ancêtres. Nous l'empruntons à nos enfants. C'est un proverbe indien. Donc les Sérères Nyominka, d'origine animiste Tiedo, ils disaient toujours ça. C'est pour ça que nous faisons des libations. Avant de manger, avant de boire, on met par terre pour donner à nos ancêtres parce qu'ils étaient là avant nous et on a la conscience que d'autres viennent après nous et que l'endroit où nous habitons ne nous appartient pas. Cet endroit nous héberge. Et donc, nous devons regarder ça avec humilité. Alors ça, ces comportements de possessifs, jaloux, rances de leur terre. Vous savez, Einstein disait que le nationalisme, c'est une maladie infantile. C'est la rougeole des peuples. Donc alors, c'est triste d'avoir une maladie infantile à cet âge-là quand même. Oui. Ces personnes qui disent ça. Un jour, vous vous êtes retrouvé sur un plateau de télévision, Fatou Diom, avec en face de vous, vraiment, je ne sais pas si c'était Marine Le Pen, je ne sais pas. Enfin bon. C'est peut-être l'autre là de... Vous avez tenu un discours frontal, on va dire. Je ne l'ai pas tenu, on me l'a... Oui. C'est comme je dis toujours, moi, je ne combats pas contre des gens. Moi, je me bats pour. Vous voyez, ça aussi, c'est une affirmation de mon positionnement. Je refuse que les autres soient la condition de moi, ce que je pense et ce que je fais là. Que leur côté négatif, leur pensée négative, leur mentalité du rejet ne peut pas conditionner ce que moi je fais. Moi, je défends la fraternité parce que j'y crois. Et pas parce qu'eux, ils la rejettent. Je défends la fraternité parce que je suis venu. Et donc, comme disait Senghor, au rendez-vous du donner et du recevoir, en empruntant d'ailleurs l'expression de Césaire, les peuples des 4 autres continents ne viendront pas les mains vides. Alors moi, je suis venu riche de mon héritage aussi, d'Afrique, du Sénégal, du Sine Saloum, de Niodior, de mon grand-père, Saliou Ndoukou Sarr, et de Aminata Boussoura Sarr. Ils étaient respectés, ils étaient gentils, ils étaient humains et ouverts. J'ai apporté chez moi toutes sortes d'amis. Ils les ont toujours accueillis, sans distinction de couleur, ni de religion, ni d'ethnie. Alors si mon grand-père enseignait l'afrocentrisme et le nationalisme crasse, je ne serais pas ici aujourd'hui en train de vous parler. Il m'a appris à aimer les autres humains, à ne pas avoir peur de les rencontrer. Je me sens à l'aise en Chine, au Japon, comme au Canada ou à Niodior, ou ce soir avec vous, cher Patrick. Oui, mais quand même, Fatou, vous voyez bien, peut-être que la France, un jour, l'extrême droite va gagner des élections. Après mon enterrement, vous voulez dire? Non, mais c'est quelque chose, vous pouvez l'imaginer, vous pourriez vivre dans ce pays. Non, mais je ne vivrai pas là-dedans, ce sera après mon enterrement. Non, mais sérieusement. Bon, on se battra, cher Patrick. Et puis en plus, ils ne leur donnaient pas suffisamment d'importance pour que nous ayons peur là. Non, je ne tremble pas. Quand il faudra se battre, nous nous battrons. Et la démocratie, j'espère, c'est ce qu'ils utiliseront. Parce que quand je parle de combat, je parle de ce combat-là. Oui. Des idées, d'accord, de la loi, de la justice, de la démocratie, du vote des citoyens français pour dire l'avenir qu'ils souhaitent, les guides qu'ils veulent choisir, l'horizon qu'ils veulent, et puis comment y parvenir. Vous savez, on n'a pas besoin d'être 10 000 fois plus intelligent que, je ne sais pas, Einstein pour pouvoir imaginer ce qui peut relier ce pays. Il y a des problèmes, voilà, niveau économique, social,
et aussi il y a ce que nous mettons dans la tête des gens. L'histoire, par exemple. L'histoire, elle est écrite, l'histoire des colonies, elle est écrite en français. Donc, si elle est écrite en français, elle est écrite par celui-là même qui avait colonisé. Donc, ça veut dire que ça ne contient que sa vérité. C'est juste un fait. Parce que dans les autres langues, les gens ont retenu aussi des histoires. Ils ont vécu des choses qu'ils ont dans leur propre langue. Moi, on m'a raconté des choses en sérère. Mais ce n'est pas dans les livres que je lis en français. Donc, il manque une part de cette histoire qui est commune. C'est notre histoire commune. Alors, encore une fois, au rendez-vous du donner et du recevoir, que l'on me permette parfois de rendre à la France et aux Français une partie de ce qui leur appartient. C'est-à-dire notre histoire commune restée là-bas dans les bolongs du Sine Saloum en sérère, ou bien en socé, ou bien en djola, ou bien en wolof. Et tout cela nous appartient. N'ayons pas peur d'enseigner l'histoire. Voilà, en fait, c'est la seule manière de déminer. C'est la seule manière de mettre en échec les bonimenteurs haineux là qui dressent les gens les uns contre les autres. Que ce soit les revanchards ou les nationalistes actuels. Non, il faut pouvoir s'aimer malgré eux. Nous allons nous aimer tous malgré eux et contre eux. Leur volonté à eux, elle va échouer. Si nous nous aimons, ils vont échouer. Maintenant, si nous nous détestons, ils vont gagner. Je ne veux pas qu'ils gagnent. Voilà. Alors même aux oursons, j'irai chanter la fraternité. Merci Fatou Diom. Discours de réception de Fatou Diom à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, accueilli par Yves Namur aux éditions Albin Michel. Il y a un portrait magnifique de vous par Yves Namur, puis votre réception, installation pour Merci d'avoir nommé mes grands-parents. Voilà. Mais je vous dis justement, merci. On a l'impression qu'ils sont là. Oui, ils sont là. On les imagine. Merci de les avoir nommés. Des gens qui seraient fiers aujourd'hui peut-être de vous regarder, de vous entendre. Merci beaucoup de les avoir nommés. Je trouve injuste que les gens parlent de moi sans parler d'eux. C'est pour ça que je les rends toujours présents dans mes livres. C'est une manière d'admettre que sans eux, je n'aurais peut-être pas pu être qui je suis. Et je pense qu'il faut se rappeler avec gratitude de cela. Des gens qui nous ont aidés, comme de l'ancien instituteur, M. Ndetar. Je connais son vrai nom et ça reste dans ma tête et dans mon cœur. Et beaucoup d'autres de mes enseignants. Merci beaucoup. Et l'Académie belge, merci beaucoup pour cette confiance que je ne vais pas cesser d'essayer de mériter. Donc, je suis encore dans un esprit d'étudiant. Je suis une étudiante quand je suis avec eux. Je vais continuer d'apprendre. Et voilà, pour moi, le savoir n'est jamais acquis. Il faut toujours continuer à le compléter. Ouais. Il y a une petite fille sur une barque. Je avec rame. Un grand-père. Oui. Et elle rame. Oui. Elle rame. Et elle continue d'avancer et elle avancera toujours. Merci. Merci beaucoup.